Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session enregistrée RH Live. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Olivier Christol qui présente la méthode DISC et il va effectivement présenter les avantages et le fonctionnement de cette méthode directement pour les départements RH et puis aussi à titre individuel comment cette méthode peut nous servir dans notre quotidien. Olivier, je te laisse te présenter et excellent événement à toi. Super, merci Aurélien. Bonjour à tous et merci Aurélien de cette opportunité donc, de présenter le modèle DISC. C'est vraiment un modèle que j'affectionne particulièrement parce que c'est Nathalie et Carole qui ont commencé à parler de la performance de l'outil. Et c'est vrai que je crois beaucoup, moi, à ce modèle DISC. Donc, sans plus tarder, on va passer sur l'agenda. En gros, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, si tu peux passer juste sur le slide d'après, merci. En introduction, on va faire une petite introduction pour pouvoir mieux se connaître. Donc, moi, je vais me présenter plus en détail. Et puis, j'ai un petit sondage aussi pour voir, pour évaluer en fait d'où vous venez et quel type d'entreprise et puis sur quel métier vous êtes. Ensuite, je vous poserai quelques questions de réflexion en tant que métier RH, DRH, pour savoir quels sont vos challenges, en tout cas en tant que métier RH, que vous soyez dans l'accompagnement ou dans l'entreprise. Ensuite, on fera une petite introduction au DISC pour se rappeler en fait quelles sont les caractéristiques qu'on va retrouver sur chacune des styles sociaux qu'on va identifier. Et ensuite, je vous partagerai comment on peut utiliser le modèle DISC dans une entreprise et à tous les niveaux de l'entreprise. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, je pourrais leur proposer aussi des formats d'accompagnement que je propose. Donc, pour me présenter, donc moi, j'ai créé une société qui s'appelle Mayotic & Co. Donc, s'il te plaît, Aurélien, c'est juste le slide d'après. Merci. L'idée de Mayotic & Co, c'est quoi? Donc, la maïeutique, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est l'art de faire accoucher les esprits, selon Socrate. Et vraiment, Mayotic & Co, la vocation, c'est d'accompagner les entreprises à gagner en performance en misant sur la richesse humaine, sur le facteur humain. Et donc, j'ai 4 formats d'accompagnement. Le coaching team building, donc l'idée, c'est d'arriver à révéler et dynamiser les clients. La facilitation d'intelligence collective pour aider les clients à penser hors de la boîte. Vraiment arriver à faire de l'intelligence collective, c'est pas forcément collecter l'intelligence dans l'entreprise, mais c'est vraiment faire émerger des idées. Ensuite, j'ai une partie formation-action pour faire monter en compétences les collaborateurs. Et puis, on est dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Je pense que vous connaissez tous l'acronyme VUCA. On est dans un monde où tout change en permanence. Et donc, une des missions aussi de Mayotic, c'est d'accompagner l'humain dans le changement et donc de les préparer à ça. Et puis aussi que les entreprises soient agiles pour pouvoir innover en permanence. Donc après, j'avais préparé, alors il y a des animations, tu peux juste parcourir. L'idée, c'est je vais envoyer un petit sondage pour savoir quel est votre poste. Est-ce que vous êtes RH, plutôt dirigeant, plutôt DRH, plutôt consultant, plutôt formateur. Donc ça sera le premier sondage que je vais lancer. Et il y aura un deuxième sondage aussi. Je suis intéressé pour savoir quelle est la taille d'entreprise dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes solopreneur? Est-ce que vous êtes une TPE? Une PME de moins de 50, une PME de plus de 50 personnes, de moins de 250, pardon, ou carrément une entreprise de taille intermédiaire. C'est juste pour cibler en fait les différents profils et voir ce sur quoi je peux passer le plus de temps dans cette présentation. Alors, le sondage. Là, ça va être mon challenge, c'est d'arriver à lancer le sondage le premier. Hop, tac. Hop, quel est votre métier? Lancez. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, absolument, le sondage est bien sorti. Il est Ok. disponible dans le chat, donc je vous invite, à simplement voilà, parfait, cliquez à droite, nickel, parfait. Je ne sais pas si tout le monde a répondu. Il y a combien de personnes? J'arrive pas à voir. 7. Ok. Ok, super. Donc, dans le chat, vous pouvez en effet faire un choix. Il y a le choix entre formateur, DRH, responsable RH, responsable formation, dirigeant, autre. Alors, je vois qu'on a 2. Ah, et quelqu'un a répondu en chat. Ok, DRH. Donc, on doit avoir 2, 3 DRH, un formateur et autre. Autre, c'est, si vous pouvez préciser, juste pour savoir ce que c'est. Ah, je ne sais pas si le micro est activé ou pas. Est-ce que quelqu'un a cliqué sur autre, s'il vous plaît? Effectivement, c'est peut-être une histoire de micro coupé, Olivier. Bon,
C'est pas grave. Donc, je vais lancer aussi le deuxième sondage parce que, hop, alors il faut mettre fin au premier. Très bien. En fait, vous voyez, ah non, non. Ah, et je vois qu'ils ont déjà répondu, d'accord. Et après, dans les tailles d'entreprise, je n'avais pas capté que les deux étaient envoyés en même temps. Donc, des gens ont répondu, donc solopreneur et PME de moins de 50 personnes. Ok, super. Bon, en tout cas, merci déjà pour ces premières infos. Et même 2 solopreneurs. Ok. Et PME de moins de 250. Merci Nathalie aussi pour la précision. Super, donc on peut avancer et comme ça, moi, ça me permet de savoir ce sur quoi il faut que je me concentre. Alors, la première réflexion et la première question que j'ai envie de vous poser, et là, il va falloir soit activer les micros, soit en tout cas répondre dans le chat. Tu peux juste avancer sur la question. Merci. C'est en gros, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire votre métier de RH dans les ressources humaines et qu'est-ce que vous souhaitiez y trouver et que vous avez trouvé? Et ça peut être à l'oral, hein, comme ça je peux prendre aussi les. Moi, je vais répondre dans ce cas-là, Olivier. Oui. Alors, je précise juste que je m'appelle Carole Bourdeau. Je vois que je n'ai pas mis à jour mon nom sur le Zoom. Ah, d'accord, ok. Toutefois, donc ça fait 30 ans que je travaille et, dans les ressources humaines et la relation à l'autre, c'est la genèse de ma carrière en RH. Ok. Elle l'est toujours, d'ailleurs. Super, merci. Après, je vois Lina, Nathalie, je ne sais pas. Je peux prendre la suite Ouais. si vous voulez. Ça fait 15 ans maintenant que je suis dans le milieu RH. Et moi, c'était vraiment l'aspect humain et la polyvalence qu'offrait la fonction. Okay. L'idée justement de lier la partie dirigeante et la partie opérationnelle était quelque chose qui était très important pour moi et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Ok, super, merci Lina. Et je ne sais pas si Nathalie aussi veut prendre la parole. Oui, je viens de remettre l'écran, en effet. Merci. Du coup, c'est effectivement, je rejoins les deux précédents témoignages, c'est la même idée. Moi, ça fait une petite vingtaine d'années que je suis en RH. J'ai une formation d'avocate plutôt pénaliste à la base. Et je pense qu'il y a un fil rouge au milieu des deux qui est sur tout ce qui est utilité, en fait. Ok. C'est là où vraiment je prends du sens, mon métier prend du sens quand j'apporte quelque chose aux collaborateurs. Ok. Super, merci. Je ne sais pas, je voyais Julie, je ne sais pas si elle a accès aussi. Je pense qu'elle a. Julie, si tu souhaites répondre soit directement en ouvrant ton micro ou en répondant par le chat, c'est tout à fait possible. Et le temps que tu répondes, je me permets de répondre à la question aussi. Ah, très bien, bah vas-y, ouais. Elle a un souci d'ordinateur, elle dit Julie, ok. Absolument, aucun problème, Julie. Ce qui m'a poussé à entrer dans le monde des ressources humaines, c'est la faculté d'un individu ou d'un groupe d'individus à apprendre, Ouais. à se développer et à grandir dans l'entreprise, en fait. Ouais. Et ça a créé une forme de fascination et l'envie de contribuer à ça. Ok, super, merci Aurélien. Donc là, je vais vous poser la deuxième question. C'est en fait là, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie et puis qu'est-ce que vous avez trouvé, mais surtout qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé finalement. Si tu peux aller sur la deuxième question. C'est qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé que vous aimeriez avoir, quoi. Ah, c'est des questions métaphysiques. Hein. Mmh. Du temps. Du temps, ok. Mmh. Et du budget. Ouais. Je crois que c'est les deux principales. Donc, principales attentes, même si elles sont parfois satisfaites. Hein, mais, ouais. Et du temps et du budget qui vous permettraient de faire quoi en fait? Budget automatisé beaucoup. Tout ce où je n'ai pas de valeur ajoutée en fait. D'accord. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur cette question. Oui, moi je dirais, en complément de Nathalie, et je rebondis parce que je suis d'accord avec Nathalie, alors je rajouterais donc de la place, la place dans les agendas des autres, d'une manière générale. Ok. Je crois qu'on se comprend. Absolument. Lina,
Tu voulais peut-être répondre? Moi, j'allais dire, effectivement, j'avais le mot plutôt écoute dans le côté place qu'évoquait Carole, mais c'est tout à fait ça. C'est un peu du temps et de l'écoute, de la place, dans le sens où quand tout va mal, on sait où nous trouver et quand tout va bien, on fait beaucoup d'économies sur les RH. Voilà. Bienvenue dans le monde des métiers du support, on va dire. Sauf que nous, on a le côté humain à gérer et que c'est pas avec ça qu'on peut réussir à faire ce qu'on doit faire. Exactement. J'ai connu ça dans l'informatique, mais c'était des machines, c'est un peu différent. Et la dernière question, enfin pas la dernière, je crois que c'est la troisième. La troisième question, c'est quels sont les challenges que vous avez ou les problématiques d'un point de vue humain? C'est quoi que vous rencontrez dans l'entreprise? C'est quoi les challenges que vous avez? Je vais répondre. Ouais. Le vrai challenge, c'est un peu alors excusez-moi de la vulgarité, mais c'est très cru, mais c'est très vrai en même temps. C'est le vrai challenge, c'est d'être le cul assis entre deux chaises. Voilà. Et donc trouver un équilibre entre la partie business et la partie humaine. Eh bien, c'est le plus gros challenge, je pense, à une RH de faire comprendre ça aux deux parties en fonction des situations qui se présentent. Ok, merci Lina. Je veux bien rebondir justement sur ce que dit Lina et je reste sur prendre sa place. C'est essentiel pour justement ne pas avoir la problématique donc, qui est de nous appeler en mode pompier. Alors, c'est plutôt une fonction support, oui, d'anticipation et de vision. Donc, prendre sa place pour éviter la problématique d'être un pompier ou justement à venir nous chercher parce que c'est maintenant qu'il faut solutionner la situation. Alors, je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est quand même assez récurrent. Ok. Et le genre de situation qu'il faut solutionner, c'est quoi? Sortir quelqu'un, par exemple. Ouais. Ou alors, dans un autre style, être face à un danger, une sécurité pour physique, morale, peut-être aussi. Voilà. Ou un redressement, ça peut être ça aussi. Et des situations d'urgence, vraiment. Ouais. Qui est pas mal l'entreprise. Ouais. Ok, super. Je partage ces points de vue avec cependant une petite nuance. Moi, je trouve que depuis, j'enfonce des portes ouvertes, mais depuis la période Covid, on a quand même une place qui a été valorisée. Je trouve qu'on a gagné quand même beaucoup en écoute. Moi, j'ai vraiment mesuré le changement avant-après au sein du CODIR, dans les attentes, dans le poids de la fonction RH au sein d'une entreprise. Ça a vraiment beaucoup changé. Donc, il y a déjà des améliorations là-dessus. Mais en effet, Lina, on a le cul entre deux chaises, je suis d'accord. Et si je peux rebondir, Nathalie, pardon, c'est vrai qu'on interagit, du coup, c'est intéressant à ce niveau-là. C'est entièrement d'accord avec ça, mais à quel prix Une galère quand même, mais oui. à un prix d'urgence. Oui. Il y a eu une situation d'urgence qui a fait que… Voilà. On est en perpétuel mode pompier, oui, je suis d'accord. Ok. Quelqu'un veut participer à l'appel. Ok. Et la dernière question, c'est si vous aviez une baguette magique, en fait, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire? Mais vraiment, c'est quoi votre rêve, quoi? C'est quoi le rêve que vous visez d'un point de vue RH, évidemment? Qu'est-ce que vous aimeriez arriver à faire avec ces RH, quoi? C'est une baguette magique, c'est pas une baguette. Moi, spontanément, je suis plutôt sur la problématique de l'attractivité. Et donc, si j'avais une baguette magique, j'apprécierais que nos dirigeants, donc moi je ne suis plus, vous l'avez compris, en entreprise depuis quelques mois, mais si j'avais une baguette magique, ce serait effectivement d'éclairer nos dirigeants sur comment solutionner l'attractivité ou en tout cas comment répondre à la problématique d'attractivité. Ok, super. Pas évident d'arriver à attirer du monde, quoi. Je sais pas, Nathalie, Lina. Alors, moi, l'attractivité, c'est un problème que j'ai connu sur les années, voire mois précédents, mais ça s'est modifié, là, ça a changé depuis entre 6-12 mois, là, les derniers mois. C'est plus quelque chose qui me concerne réellement, donc tant mieux.
Effectivement, c'est assez compliqué, tout en étant sur des métiers assez pointus, donc c'est quand même pas mal. Non, par contre, si j'avais une baguette magique, moi, ça rejoint ma première idée, hein, c'est vraiment de pouvoir faire ce que je veux quand je veux et surtout en termes de disponibilité. Ouais. Parce que je ne l'apporte pas suffisamment en termes d'accompagnement. Ok, super. Je vous propose qu'on avance. Lina, je ne sais pas si vous aviez un truc à rajouter par rapport à ce rêve. Oui, moi, comme je suis plutôt dans une entreprise à l'organisation un peu atypique, s'il y avait vraiment une chose que je changerais aujourd'hui, c'est caler le droit, le juridique sur l'opérationnel qui beaucoup me fait défaut dans certaines situations et qui aujourd'hui me gêne énormément. Ok. Lina, est-ce que tu as la possibilité de rappeler dans quelle société tu es, s'il te plaît? Parce qu'on en avait parlé, mais... Oui. Alors, je fais partie de la société QuickMS, qui est un éditeur de logiciels pour les RH. Voilà. Merci beaucoup. Super, merci. Donc, moi, c'est les défis que je vois, en tout cas, chez mes clients en entreprise. Un, déjà, c'est de bien recruter et réussir l'intégration. Donc, c'est vraiment un vrai challenge, je pense. On parle d'onboarding, comment on va accompagner les gens dans le succès de l'intégration. Après, une fois que la personne est dedans, c'est comment on va le motiver, comment on va maintenir cette performance et l'engagement du collaborateur. Ensuite, en troisième position, c'est comment, une fois qu'on a ces talents, là, comment on va faire pour renforcer leurs talents et voir de temps en temps, tout à l'heure, je parlais d'un monde VUCA qui change souvent, et moi, j'ai des clients où, en fait, il y a des gens qui arrivent, entre guillemets, en bout de course sur leur poste, et comment on les rend réemployables sur quelque chose, donc arriver à favoriser les conversions. Après, c'est tout ce qui va être dans les relations interpersonnelles, tout ce qui va tourner autour de la gestion de conflits, les relations, vraiment les relations humaines entre deux individus, quoi. Notamment, quand tout à l'heure on parlait de sortir quelqu'un, ben, en fait, j'imagine que quand on en arrive à ça, j'imagine ce qui a pu se passer en amont. Ensuite, c'est eh bien, comment on va travailler sur la performance individuelle, la performance collective, pardon, et la cohésion des équipes. Donc, il y a d'abord l'individu, ensuite, c'est on va dire un binôme d'individus, ensuite une équipe, et puis après, dans la boîte, dans l'entreprise complète, c'est comment on reste agile et comment on conduit le changement malgré l'incertitude. Et je vois que l'incertitude, ça devient un vrai sujet dans la bouche de tous les dirigeants d'entreprise et de toutes les personnes qui appartiennent à des CODIR. Voilà, donc ça, on va dire, pour gérer ces défis-là, moi, l'outil que j'ai trouvé en commun, c'est vraiment le disque. Alors, si on peut avancer, voilà, il y a plusieurs outils. Il y a le MBTI, je pense que si je pose la question aux personnes qui sont ici, il y a tout le monde qui connaît le MBTI. Il y a la Processcom aussi, la plupart des gens connaissent la Processcom, l'énéagramme. Mais alors, sur ces trois premiers outils, que je trouve particulièrement puissants, ils ont un point en commun, c'est que, selon moi, hein, et c'est ce qu'on m'en a fait comme retour, c'est que c'est très bien pour faire du développement personnel, mais par contre, dans l'utilisation avec d'autres personnes, ça devient beaucoup plus compliqué. Ce que j'aime dans le modèle disque, c'est que peut-être le modèle est moins puissant, par contre, il est d'une simplicité qui fait que les gens, quand ils l'ont appris et qu'ils ont compris le mode de fonctionnement, ils s'en rappellent toute leur vie. Et comme je vous disais au départ, moi j'interviens dans des PME, pas que ça, mais aussi dans des grands comptes. Mais ce que je vois dans les PME, c'est que c'est des gens qui sont très pragmatiques, qui ont envie d'outils qui ne sont pas des outils conceptuels et il va falloir arriver ensuite à traduire dans du quotidien. C'est avoir des outils super pratiques qu'on peut utiliser très rapidement. Généralement, quand je fais une formation sur le disque, à midi, ben les gens, déjà, ils savent parler en couleur, quoi. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce modèle-là, c'est que quand je reviens 2 ans après, ben les gens, ils parlent encore en couleur. Alors que le MBTI, je ne sais pas si vous avez déjà passé MBTI, déjà se rappeler de ses propres lettres, c'est pas évident. Alors les lettres du copain, je vous dis pas quoi. Voilà, et c'est ce que j'aime dans ce modèle, c'est sa simplicité, quoi. Voilà, si on peut avancer. Donc en fait, je vous propose une mini évaluation de votre profil au travers de ces différents mots. Et l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez parcourir les mots et vous en choisissez 12, les 12 qui vous représentent le plus, les 12 qui vous ressemblent le plus. Et c'est important de noter le mot et le numéro. Parce que derrière, on fera un exercice un peu plus loin de savoir ce que veut dire chaque mot, quoi. Donc, je vous laisse 2-3 minutes là pour identifier une douzaine de mots. Et après, on va vraiment rentrer dans le disque.
Allez, on se donne encore une minute. Qui a besoin d'un peu plus de temps? On est bon? Il me semble que c'est bon. Allez, super. Donc, on peut avancer. Donc là, on va vraiment entrer dans l'introduction du modèle disque. Donc, Aurélien, si tu peux avancer, s'il te plaît, de 2 slides. Voilà, merci. En fait, donc, c'est la méthode disque que j'utilise est basée sur des travaux de William Moulton Marston. Donc, c'est un psychologue américain qui a travaillé sur les émotions. Ils appelaient ça les émotions des gens normaux. Donc, 4 émotions primaires, la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et à partir de ces travaux-là, donc, ils ont petit à petit modélisé certaines choses et fait émerger, on va dire, 4 styles sociaux, quoi. C'est un modèle donc d'analyse et de compréhension des comportements, c'est-à-dire qu'au travers des comportements qu'on va observer chez quelqu'un, eh bien, on va pouvoir en déduire un mode de fonctionnement dans la communication, ce qui est important pour lui, quels sont ses différents besoins. Et c'est un outil d'analyse comportementale qui est simple et opérationnel. Ce que je disais tout à l'heure, dans les équipes, ça marche vraiment super bien. C'est objectif, en fait, il n'y a pas de subjectivité, c'est au travers vraiment de l'observation. C'est descriptif, on décrit du comportement, c'est fiable. Moi, je fais passer des analyses comportementales de mon expérience personnelle. J'ai jamais eu une personne qui m'a dit ça ne lui ressemble pas. Mais a priori, il y a la fiabilité est de 93%. Et c'est humaniste, parce que vous allez voir, ça fonctionne avec un système de couleurs ou de profils comportementaux. Mais en fait, le principe, c'est qu'il n'y a pas de bonnes et mauvaises couleurs, il n'y a pas de bons et mauvais comportements. En gros, c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a des. C'est quel profil est adapté à quel environnement, quoi. Mais en soi, il n'y a pas de bonnes et mauvaises couleurs, quoi. Voilà. Donc sur le slide d'après, en fait, on voit que comment ça fonctionne. On part du principe que donc un individu, quand il arrive dans un environnement, est-ce qu'il est plus fort que l'environnement ou plus faible que l'environnement? Et ensuite, un individu, quand il arrive dans un environnement, est-ce qu'il considère que l'environnement est favorable ou plutôt hostile? Imaginons, vous rentrez dans une pièce, vous allez à une soirée, est-ce que vous dites, je vais passer un moment avec des gens où je vais être bien, ou j'y vais avec une petite appréhension, quoi. Et puis après, c'est l'individu dans cet environnement, est-ce qu'il se sent plus fort ou plus faible que l'environnement? Donc, si tu peux avancer de 3 coups de flèche, voilà, c'est ce qu'on retrouve là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que déjà, on a si on prend la personne qui est dans un environnement qu'il considère comme hostile et il se sent plus fort que l'environnement, ce qu'il va faire de manière naturelle, c'est qu'il va vouloir dominer l'environnement. Donc, c'est des gens, on les reconnaît, ils sont dans l'énergie, ils décident vite, ils vont droit au but, ils passent en force, ils tombent, ils se relèvent. En gros, c'est des gens qui sont énormément focalisés sur le résultat à atteindre. Ensuite, on va avoir des gens qui considèrent que l'environnement est favorable, ils se sentent plus forts que l'environnement, et eux, là où ils vont être très forts, c'est pour influencer les autres, pour promouvoir des projets. Et quand ils arrivent quelque part, eh bien, ils vont faire jouer un réseau de relations très rapidement. C'est des gens qui sont optimistes et confiants. Dès qu'on leur propose quelque chose, ils sont toujours partants. C'est le genre en réunion qui va dire « ouais, génial, on part, on y va, quoi ». Et ils ont une capacité de séduction et de conviction, et parce qu'ils sont vraiment à l'aise pour transmettre leurs idées. Ensuite, on a les gens qui sont plus faibles que l'environnement, mais l'environnement est perçu comme hostile. Et donc, dans cet environnement, ils vont vouloir rechercher une stabilité. Ils ne vont pas vouloir que l'environnement change, parce qu'ils sont bien quand, en fait, il y a une certaine stabilité. Donc, on les reconnaît parce qu'ils vont mettre les choses en place de manière méthodique. Ils ne vont pas faire un changement radical, ils vont y aller pas à pas. Et puis, c'est des gens qui sont dans la persévérance et dans l'amélioration, on va dire, continue. Ça ne va pas être des innovateurs disruptifs, ça va être des innovateurs incrémentaux, quoi. Et c'est des gens qui ont une autre faculté, qui est vraiment propre au profil vert,
c'est qu'ils sont énormément dans l'écoute. Donc moi, je les reconnais, par exemple, quand je fais des formations qu'on va manger entre midi et 2, je regarde les gens qui parlent et ceux qui ne parlent pas. Ceux qui ne parlent pas, à 90% du temps, c'est des profils verts. Ils sont dans l'écoute et voire même, ils vont poser des questions ouvertes pour avoir le maximum d'informations. Donc, quand ils parlent, c'est juste pour poser des questions. Et ensuite, on a les gens qui considèrent que l'environnement est hostile et ils se sentent plus faibles que l'environnement. Et eux, ils vont poser des cadres, ils vont mettre en place des règles. Et leur objectif, ça va être de faire rentrer les gens dans ces règles-là, quoi. Et donc, on dit qu'ils sont dans la conformité, ils ont une capacité forte à se conformer. Donc, ils mettent en place des stratégies, des plans d'action. Ils sont objectifs sans état d'âme, c'est-à-dire qu'il y a très peu de subjectivité. C'est des gens qui vont tout de suite se baser sur des faits pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir décider, et très peu d'émotions. Et ils ont une grosse discipline personnelle. On reconnaît chez eux, tout est super bien organisé, super bien carré. Typiquement, mon beau-père est comme ça. Vous allez dans son garage, il y a tous les outils. Vous savez, avec le tableau, avec la forme des outils. Voilà, c'est exactement ça, quoi. C'est des gens super organisés. Ensuite, si on passe sur le slide d'après, vraiment, quand on dit ça, c'est quoi? C'est-à-dire que les profils rouge-bleu, c'est des gens qui vont être tournés vers la tâche, sur ce qu'il y a à faire. Et les profils jaune-vert, ils sont plus dans la relation. Donc, ce que vous m'avez dit au départ, toutes les trois, c'est que vous étiez vraiment sur la relation humaine. Donc, si vraiment rapidement, on pourrait se dire, si c'est vraiment ça qui les intéresse, c'est plus dans du jaune-vert, quoi. Voilà, on peut plus dire ça. Si on voit Carole qui a son pull jaune, donc non, rien à voir. Mais en fait, c'est ça. Se dire bleu, rouge, ils sont sur la tâche, focalisés sur la tâche, et jaune-vert, ils sont orientés sur la relation. Et comment on fait la différence entre les deux? Par exemple, un profil rouge n'a aucun problème à entrer en conflit avec quelqu'un pour atteindre le résultat. Un profil jaune et un profil vert ne le fera pas. Il va préférer diminuer la qualité de ce qu'on produit pour maintenir la relation, alors que les profils bleus et rouges, eux, ce n'est pas un problème. Eux, ils vont se focaliser sur ce qu'il y a à faire et ils sont prêts à diminuer la relation, ce n'est pas un problème. Et ensuite, les rouges et jaunes, ils sont dans un mode j'agis et je réfléchis. C'est pour ça que généralement, en entreprise, c'est eux qui sont les premiers à partir. Et les profils bleus et verts, c'est des gens, ils réfléchissent et ensuite ils passent à l'action. D'accord? Donc, si tu peux juste un petit coup de flèche. Merci. Alors, du coup, d'autres caractéristiques du profil dominant, des gens très directifs et assertifs. C'est-à-dire qu'ils disent les choses, des fois, ils disent les choses, mais sans prendre trop de pincettes. Donc, c'est direct. Voilà. Et peu importe ce que ça génère chez l'autre, tant pis au niveau de la relation. Ils sont axés sur le résultat, sur la performance et sur l'action. Et c'est des gens qui peuvent être perçus comme autoritaires et voire impatients. Quand ils veulent un résultat, ils le veulent tout de suite, quoi. D'accord? Et ça, c'est vraiment la caractéristique. Les profils jaunes, donc évidemment sociables, extravertis, tournés vers les autres, orientés vers les personnes et les relations. Des gens qui sont très créatifs et enthousiastes. Comme je disais tout à l'heure, dès qu'on leur propose quelque chose, ils sont toujours partants. Et parfois, ils peuvent donner l'impression de gens qui sont impulsifs et dispersés. Les profils verts, donc en fait, quand je dis profils verts, c'est vraiment les gens qui ont cette dominante-là. Ils sont plutôt reconnus comme étant patients et calmes. Ils sont axés sur la coopération, sur l'harmonie. Donc, autant les profils rouges peuvent être directs et entrer en conflit, autant les profils verts, le conflit, c'est juste le truc qu'ils ne supportent pas, donc qu'ils vont éviter. Ils préfèrent des environnements stables et structurés. Donc, vous imaginez en conduite du changement, dès qu'il y a des changements, comme ça va être plutôt compliqué pour eux. Et puis, ils sont réticents au changement et ils ont du mal à prendre des décisions. Ils ont du mal parce qu'il va falloir qu'ils réfléchissent pendant beaucoup de temps avant de pouvoir se décider. Et les profils bleus, on les reconnaît parce qu'ils sont logiques, analytiques, précis, méticuleux, super organisés, attentifs au moindre détail et à la qualité, voire des fois, même les gens vont dire « Oh, qu'est-ce qu'il est pinaille, il est pointilleux ». Et puis, ils peuvent être perçus comme distants ou réservés parce que ils montrent très peu d'émotionnel dans leur relation aux autres. Alors, vraiment, il y a des choses importantes. On n'est pas une couleur. Moi, quand je fais les formations, vraiment, j'insiste sur le fait on n'est pas jaune, on n'est pas rouge, on n'est pas bleu, on n'est pas vert, parce que c'est très enfermant. Et il y a beaucoup de gens qui me disent c'est très clivant comme modèle. On met quelqu'un dans une case. Alors déjà, on n'est pas une couleur. Tout le monde a des cas de couleurs. Vous verrez sur les mots que vous avez sélectionnés, vous verrez vous avez des cas de couleurs. Peut-être qu'il y en aura une qui n'apparaît pas parce qu'en fait, on choisit 12 mots, mais en tout cas, dans les analyses comportementales, tout le monde a de tout. Et puis, en fait, il n'y a pas de bonne et mauvaise couleur. C'est-à-dire que si on imagine une situation d'urgence et on prend l'attitude d'un profil vert, on voit que ça ne va pas correspondre. La couleur ne va pas correspondre. Par contre,
Si il y a une urgence et que je prends l'attitude d'un profil rouge qui décide rapidement et il passe à l'action, on voit que là, c'est quand même plus adapté, quoi. Voilà, c'est juste pour expliquer, c'est hyper important et tout le monde a vraiment des cas de couleur. Alors, en termes de... N'avance pas, Aurélien, c'est si on passe dans des, on va dire, dans des caricatures, mais en tant que personnage politique rouge, à qui vous pensez? Nicolas Sarkozy. Oui, Mélenchon. exactement. Donc vas-y, tu peux avancer sur le rouge. En jaune, on aurait qui? Si je peux me permettre, je sais pas, je dirais Glucksmann. Et encore? Je le connais pas. Ah. Ouais. C'est Ouais. l'élection européenne en cours, c'est pour ça que... Ouais. Non, mais alors, je vois la tête qu'il a, mais franchement, je l'ai même pas entendu parler, quoi. Moi, j'ai mis Roselyne Bachelot, quoi. D'ailleurs, si vous regardez la photo, et essayez de trouver une photo de Roselyne Bachelot qui n'est pas souriante. Vous allez voir, c'est super difficile. Profil vert, à qui vous pouvez penser? Je ne saurais pas dire. Amélie Oudéa-Castéra? Excusez-moi, mais vous posez la question à des RH et généralement, on n'aime pas mettre les gens dans des cases. Donc Ouais, je sais. En fait, l'objet du J'ai pas truc, c'est de faire me pousser. Ah, je relis. Moi, je me suis un peu bloquée là pour vous répondre Ah, ok, spontanément. ok. Bon, ben, on va avancer alors, c'est pas grave. Moi, j'ai mis, comment il s'appelle? Je sais même Hollande. plus son nom, François Hollande. Et puis après, j'ai mis Michel Alliot-Marie, quoi. Mais c'est vraiment pour que vous ayez en image, c'est pas du tout pour les mettre dans cette case-là, hein. Mais en tout cas, je pense que leur couleur dominante, c'est ça, quoi. Typiquement, quelqu'un comme François Hollande, il a un côté humour qui me fait dire qu'il a aussi beaucoup de jaune, quoi. Quand on le voit sur les plateaux, c'est quelqu'un qui aime faire rire les autres, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une partie de créativité, l'humour, qui est reconnue chez les profils jeunes. Voilà. Donc on va avancer. Alors, c'est comment on utilise ce modèle DISC? Déjà, ce qui est intéressant quand on fait une analyse comportementale, par exemple, ou quand on fait la formation, c'est de comprendre comment on fonctionne. Donc, identifier ses points forts et voir ses points faibles. Après, la deuxième étape, c'est de se dire, OK, je sais comment je fonctionne. Imaginons, j'ai beaucoup de rouge et j'ai très peu de vert. Eh ben, je vais quand même m'habituer à aller dans les caractéristiques du vert pour que je sois capable, que j'ai cette espèce de souplesse pour avoir la capacité à communiquer avec un profil vert quand j'en ai un en face de moi. Parce que si je reste avec mon état d'esprit du profil rouge, ou par exemple, un profil rouge, pour lui, le conflit, c'est un moyen rapide d'arriver à un résultat et de rapidement décider et trouver des solutions. Si je fais ça avec un profil vert, je vais complètement le tétaniser. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut que je sois capable de trouver des solutions en mode coopération, par exemple, comme le font les profils verts, parce que c'est leur mode de fonctionnement, quoi. Ensuite, la troisième étape, une fois que j'ai compris l'autre, j'adapte ma communication pour me faire comprendre, parce que la capacité d'un bon communicant, c'est d'adapter sa communication aux personnes qui sont en face de lui. Et la dernière étape, c'est je m'adapte aux gens et aux situations. Tout à l'heure, quand je prenais l'exemple d'une urgence, dans une urgence, je ne vais pas me prendre mon temps, quoi. Si je suis dans un projet où il y a de la qualité et que je suis un profil jaune et que j'aime pas trop le cadre, à un moment, il va bien falloir que je rentre quand même dans quelque chose de plus carré que ce que je fais avec des procédures et des choses comme ça, quoi. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on peut utiliser le modèle DISC. On peut passer au slide suivant. Voilà, donc là, je vous propose de regarder les mots que vous avez sélectionnés tout à l'heure et puis de voir quelles sont les couleurs qui correspondent à chaque mot et que vous puissiez comme ça vous faire une espèce de auto-analyse DISC et de voir quelles sont les couleurs qui prédominent, quoi. C'est vraiment marrant, hein. C'est vraiment amusant de s'en rendre compte, en fait, de mettre en perspective et les couleurs et les mots. Et effectivement, c'est sympa. Moi, je cherchais le orange entre le rouge et le jaune. Et tu te retrouves donc dans les couleurs? Oui, ouais.
Et en fait, c'est assez bluffant parce que il y a effectivement une majorité de rouge et de jaune, ce que j'avais intuité, mais il y a aussi des pointes de bleu et de vert parfois qui viennent compléter aussi. Donc, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, de manière très juste, on n'est pas une couleur et c'est pas si enfermant que ça. On a des dominantes et des tendances derrière, à mon sens. Exactement. On a des dominantes et après, on a des couleurs qui sont mineures. Il y en a qu'on va arriver à mobiliser et il y en a qui seront difficiles à mobiliser, quoi. C'est bon, Lina, Nathalie et Carole, vous avez pu. Ok, super. Bon, je ne vais pas forcément vous demander vos couleurs, mais au moins vous l'avez pour vous, quoi. Ensuite, le point d'après, c'est de se dire comment on peut utiliser le disque en entreprise, dans quel environnement. Et moi, ce que je vais faire, c'est vous partager des expériences et des situations dans lesquelles je l'utilise. Mais en fait, je peux vous poser la question, selon vous, sur quoi on peut l'utiliser, quoi. Intuitivement, comme ça, par rapport à déjà ce que vous avez vu, comment vous pourriez l'utiliser? D'abord dans les recrutements. Je ne sais pas, peut-être quelque chose que je ferais, mais je pense que c'est quelque chose qui est logique d'utiliser dans les recrutements. Ensuite, dans tout l'accompagnement et le développement des compétences, pour voir un petit peu vers quels objectifs les gens vont aller et comment on peut les accompagner à aller vers ces objectifs-là. De quelle manière on peut être effectivement en parallèle de leur cursus. Et ensuite, tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, les relations un petit peu tendues ou conflictuelles, que ce soit du ponctuel ou du définitif vers une sortie, ça peut aussi... Moi, je sais que c'est quelque chose que j'adapte beaucoup, comme disait Carole tout à l'heure, quand on doit sortir quelqu'un. C'est une période où je pense que je passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ok, super, merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut partager une ou deux idées, quoi. Oui, moi je veux bien partager. Moi aujourd'hui, comme je disais en introduction, j'accompagne les dirigeants et les managers. Et je pense que cet outil-là, justement, je me souvenais qu'il était puissant pour justement répondre à des interrogations aussi d'ordre relationnel d'un manager à ses subalternes. Aussi, c'est-à-dire que bien sûr qu'on agit sur les salariés et les équipes régulièrement, néanmoins, la posture du dirigeant et du manager me semble surtout essentielle pour justement donc, travailler des situations peut-être bloquantes, parce que un salarié qui pose problème, c'est pas forcément un salarié, on le sait, nous les RH, à mettre dehors. Il y a peut-être quelque chose à travailler dans la posture managériale et faire comprendre par un outil justement détaché de l'humain, un outil qui fait ses preuves, que voilà, il apparaît que tu es comme ça, comme si, et que ta dominante, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les autres te voient comme tu es? Ou comment est-ce que toi, tu peux t'adapter à tes équipes pour transformer justement la situation? Ça me semble super puissant, ouais. Super, merci. On peut avancer, ou Lina, vous voulez dire quelque chose? Pour moi, ça s'applique à toutes les relations humaines, je pense. Voilà. Ok. Mais je vous partage, moi, dans quoi je l'utilise, dans les formations en communication et management, comme disait Carole, dans la vente. On n'y pense pas forcément, mais c'est un outil super puissant en vente, de pouvoir adapter la communication à son client, en coaching individuel, coaching d'équipe, en recrutement, cohésion d'équipe, conduite du changement, conduite de réunion. Vous imaginez un profil jaune qui est avec une réunion menée par un profil bleu, où il a besoin à un moment d'être créatif, mais le profil bleu va lui dire non, on avait ça à l'ordre du jour. S'il n'a pas sa bulle à un moment qui est prévu, ça risque d'être compliqué. Ou même un profil vert qui a besoin de prendre des décisions à l'unanimité, ou en tout cas consulter tout le monde s'il n'y a pas cet espace à un moment qui est prévu dans la réunion. En fait, c'est dans la conduite de réunion, on se rend compte qu'en faisant un schéma de réunion qui va répondre à toutes les couleurs, eh bien déjà, on a une réunion qui va être plus intéressante pour la plupart des gens. Et en reconversion, mais après, il y a plein d'autres sujets. Et donc, le premier cas que je vous partage, eh bien évidemment, c'est en développement personnel. Si tu peux juste avancer, et pour vous montrer en fait comment on peut l'utiliser. Voilà. En fait, quand on fait une analyse comportementale, on a, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, on a le comportement de base de la personne et on a aussi le comportement adapté. Donc, le comportement de base, c'est quoi? C'est le comportement qu'a une personne, par exemple, quand elle est chez elle, quand elle est vraiment en confiance, elle se comporte d'une certaine manière. Imaginons dans son entreprise, elle arrive et elle a un manager qui est hyper
exigeant, orienté sur le résultat, il y a de fortes chances que cette personne-là augmente son rouge pour s'adapter au manager. Alors, dans l'adapté, généralement, c'est l'adapté professionnel. On va voir que la personne, et ça, on ne le sait pas, c'est au moment du débrief qu'on demande à la personne, qu'est-ce qui fait que tu t'adaptes dans l'entreprise? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est la situation? Est-ce que c'est la mission que tu as dans l'entreprise? Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va, de manière inconsciente, contraindre la personne à s'adapter. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne le sait pas tout le temps. C'est-à-dire que là, on voit après des variations sur la partie, on voit l'écart entre la base et l'adapté. Et il y a des personnes, par exemple, qui ont 10% de rouge, et quand ils passent manager, ils montent à 90%. Parce que la vision qu'ils ont du management, ils ont été managés toute leur vie par des petits chefs, des chefs taillons, là, avec la baguette, et ils disent, ben, si je passe chef, il faut que je fonctionne comme ça. Donc, ils vont pousser leur rouge. Et en fait, c'est vachement intéressant parce qu'on va voir que la personne a des zones de force, mais surtout des zones de stress aussi. Et aussi des zones de stress. C'est quelqu'un qui pousse trop une couleur, au bout d'un moment, ça va lui consommer de l'énergie psychique. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent faire des burn-out. Donc déjà, ça donne vraiment de l'info sur ça. C'est quelles sont mes forces, quelles sont mes zones de stress. On voit le diagramme en dessous. On voit où joue la personne, en fait. C'est une espèce de schéma où on va voir le polygone. Le polygone de noir, c'est la base. Le polygone qui est gris clair, on le voit à peine là sur le slide, mais ça, c'est l'adapté. Et on voit le chemin que fait la personne entre le point de départ et le bout de la flèche. On voit l'écart qu'il y a. Et il y a des personnes chez qui l'écart est très, très grand, il est vraiment conséquent. Donc, si on peut avancer sur le slide d'après, et il y a dans l'analyse, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille aussi sur les forces motrices de la personne. Donc là, on voit il y a 7 forces motrices qui sont étudiées. Et c'est des sources de motivation, mais ça peut aussi être des sources de stress. C'est-à-dire que, imaginons quelqu'un qui a ce profil, qui travaille dans un environnement, on va dire, où les gens ne sont pas focus sur l'argent, ça risque de le stresser, lui. Et imaginons si le pouvoir autorité, il y a beaucoup de pouvoir autorité dans l'entreprise, lui, on voit que pouvoir autorité, c'est 29%, il y a de fortes chances que cette personne, avec vis-à-vis de l'autorité, il y aura un petit souci, quoi. Donc en fait, c'est une autre lecture qui permet de savoir en tant que manager, ben, c'est quoi les sources de motivation de mon collaborateur, et donc de le nourrir avec ça, et puis même en tant que personne, de savoir ce qui nourrit. Typiquement, moi, dans les bilans de compétences, c'est quelque chose qui me permet aussi qui permet à la personne que j'accompagne de comprendre c'est quoi ses sources de motivation. Vas-y, avance, merci. Vous connaissez tous ce joueur de tennis. Alors moi, je suis passionné de tennis, donc vous voyez du tennis partout avec moi. Et j'adore prendre cette personne en exemple parce que, en fait, quand on fait une analyse comportementale, on va identifier ses points forts et ses points d'effort. Voilà, ça c'est le beau mot de coach, on va dire. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser? Est-ce qu'il faut travailler ses points forts ou travailler ses points d'effort? Ses points forts. Points forts. Point d'effort. Enfin, je dirais point d'effort pour renforcer ses forces, paradoxalement. Ouais. Alors en aussi, fait, je dirais pareil. pareil, ouais. En fait, c'est quand on regarde Tsonga, toute sa stratégie de jeu est basée sur ses points forts. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est intéressant dans le modèle 10, c'est que la personne comprenne c'est quoi mes points forts et c'est avec ça que je vais réussir. Donc, c'est sur ça qu'il faut que je travaille encore plus. Moi, l'exemple que je prends souvent, c'est ce que font les parents, et c'est ce que j'ai fait parce que je ne le savais pas, c'est que quand on a nos enfants, il y en a un qui a 14 ans en maths, notre enfant, il a 14 ans en maths et 6 en français, qu'est-ce qu'on fait? Le premier réflexe qu'on fait, on va lui payer des cours de français, quoi. Donc, on va l'amener sur un terrain qu'il n'aime pas, on va le faire bosser comme une mule avec une prof pour, au bout d'un certain nombre d'efforts, il va passer de 6 à 9. Et ce qu'il va retenir de toute façon, à la fin de sa vie, c'est qu'il n'aimait pas le français, quoi. Alors qu'on lui aurait donné des cours de maths, il serait passé de 14 à 19, ça serait devenu le cadre de sa classe, et en fait, il peut énormément gagner en confiance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler le français, quoi. Mais ça veut dire que la réussite d'un enfant comme ça, elle va plus se baser parce qu'on va le renforcer sa confiance sur des points où il va être super bon, et c'est avec ça qu'il va réussir. Parce que, en fait, si on l'amène avec des 12-13 partout, en gros, il n'y a pas vraiment un truc différenciateur. Et donc, si tu peux avancer sur le slide d'après, s'il te plaît, c'est vraiment intéressant d'identifier sa zone de talent. Si je vous demandais là, à chacun de vous, vous prenez un arc, vous vous positionnez sur la position que vous voulez, 1, 2, 3 ou 4, mais en tout cas, si vous attrapez la cible, je vous donne 1 million. Vous iriez dans quelle case? À la 4, elle est plus proche de la cible. Voilà, en fait, la 4. La 4, c'est notre zone de talent.
c'est avec ça qu'on réussit, quoi. Donc, c'est là où on va performer, là où on va être super créatif, là où on est vraiment dans de la motivation. Quelqu'un qui, toute la journée, est capable de mobiliser là où il est bon, en fait, il rentre chez lui, il est super bien, il est super content. Maintenant, quelqu'un qui est dans sa zone de stress, vraiment loin du truc, eh ben, il est en souffrance toute la journée. Il va se tromper, il n'est pas sûr de lui. Donc, en gros, en résumé, l'idée de ce slide, c'est quoi? C'est de se dire que si on arrive à mobiliser nos collaborateurs dans leur zone de talent, un, ils vont être vachement bons, et deux, ils vont être super motivés et ils vont sentir qu'ils ont une véritable utilité. Donc ça, c'était la partie individuelle. Après, sur le slide d'après, on a un autre exemple, c'est renforcer la cohésion d'équipe et la performance de l'équipe. Donc là, on arrive à faire des diagrammes d'équipe. Donc là, imaginons, c'est d'ailleurs, c'est le diagramme d'une équipe. Et du coup, ça permet vraiment, ce qui est intéressant, ça permet une prise de conscience. C'est-à-dire que là, chacun se dit, ah bah tiens, on est tous différents, quoi. Déjà, ça, il y en a pour qui c'est une révolution. On arrive à comprendre que tout le monde est différent. Donc là, tout le monde est différent. Et puis, on voit aussi, tiens, il y a quand même dans cette équipe, il y a beaucoup de gens dans le rouge, mais dans le vert, il n'y en a quand même pas trop, quoi. Donc, on a peut-être un trou dans la raquette en fonction de ce qu'on doit faire. Après, ce qu'on peut se dire aussi, c'est, mais il y en a quand même qui ont des grosses variations, là. Vous voyez, par exemple, le 8, je crois, là, celui qui est en haut à gauche, quand même, il fait un gros effort de baisser son bleu, quoi. Donc, en fait, tout ça, ça amène des lectures. C'est aussi, on peut se dire, tiens, si le manager, là, actuellement, c'est un manager qui est le 2, il est entouré quasiment de profils rouges, on peut se dire, bon, lui, il va être bien. Mais si on change de manager, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe? Et donc, du coup, ça aide aussi, quand on va, comment dire, si on a besoin de changer de manager, ça va aider aussi de choisir, pour choisir le manager. Et aussi, on peut se dire, ben, les gens, quand ils vont communiquer entre eux, ben, ça aussi, ça va avoir un gros impact. Juste, tu peux avancer pour savoir si j'ai oublié quelque chose. On voit aussi les gens en suradaptation. Et un truc qui est top, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça crée un langage commun au niveau de l'équipe. Et les gens, après, ils se parlent en couleur, quoi. C'est-à-dire que le 2, là, par exemple, il va aller voir le 1, il va lui dire, bon, là, il faut y aller sur le résultat, tu vas mettre un peu plus de rouge, quoi. Voilà. Et ça devient, en disant ça, l'autre, il sait qu'il doit se focaliser plus sur le résultat et avancer beaucoup plus vite, quoi. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple. Après, on a l'exemple derrière, c'est dans la vente. Donc, on voit à chaque étape de la vente, eh bien, c'est vachement intéressant de se dire comment je vais faire dans la phase de contact, la phase de préparation, comment je prépare mon rendez-vous en fonction de qui j'ai en face. Donc, moi, par exemple, quand je vais en entretien de découverte, en amont, je regarde sur Internet. Donc, des fois, j'ai de la chance, il y a des dirigeants, ils passent sur BFM, ils passent sur des trucs comme ça ou sur YouTube. Et je vais modéliser pour voir c'est quoi leur couleur. Si je suis face à un profil rouge, je sais que je vais avoir 10 minutes pour le convaincre de l'importance de passer plus de temps avec moi. Si dans les 10 premières minutes, je vais juste lui serrer la main et lui proposer un café, je sais que c'est mort, quoi. Il va se dire, j'ai perdu 10 minutes et il va vouloir partir. Mais si j'utilise ces 10 minutes pour lui montrer la valeur ajoutée de ce que je propose, il y a de fortes chances qu'il reste. Donc, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir identifier nos points forts et les points d'effort en tant que commercial. On va pouvoir rapidement identifier le profil couleur de son client. Et aussi, quand on communique à chaque étape avec le client, même en négociation, c'est super utile, quoi. Moi, j'interviens à la Caisse des dépôts et je forme des chargés de développement territoriaux à ce modèle-là et ils l'utilisent. Et quand je les revois 6 mois après, ils me disent oh, la différence, c'est incroyable, quoi. Voilà. Donc, après, l'exemple d'après, c'est en management, tu peux appuyer 3 fois, 4 fois pour qu'on voit tous les… Voilà, super, merci. Le profil rouge en management, on dit que c'est le dominant. Donc, généralement, c'est celui qui est au-dessus de son équipe et qui domine tout le monde. Le style de management du profil jaune, ça va être la communication. Donc, lui, c'est quelqu'un qui est plutôt au centre et qui interagit avec tous les autres. Le profil vert, comme il aime bien faire du coopératif, du collaboratif et qui veut maintenir la relation et qui est dans la relation, donc il est au centre du cercle et quand il prendra une décision, il va en effet demander à chaque personne, chose que ne fera sûrement pas le profil rouge, en tout cas très rarement. Et le bleu, lui, son mode de fonctionnement, c'est il va mettre en place une structure et il va demander aux gens de rentrer dans la structure. Voilà. Moi, j'ai fait très peu de recrutement, mais j'avais fait un recrutement dans une mairie. Donc, imaginez la mairie d'un village, c'est une structure avec beaucoup de mélange de familles, des cousins, très peu structurée. Et on arrive à… C'était le recrutement d'un DGS. À la fin, on avait 2 profils. Donc, un qui était 100% bleu et l'autre qui avait des couleurs beaucoup plus modérées. Et donc, j'interroge celui qui est 100% bleu et je lui dis, qu'est-ce que vous allez faire en premier dans la mairie? Il m'a dit, j'arrive, je restructure tout. Et sachant comme était le maire 100% jaune,
en fait, je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoutez, franchement, vous avez des super compétences, mais on ne va pas vous prendre parce que dans cet environnement, vous allez souffrir. Quoi. Et en fait, au moment où je lui ai dit ça, il m'a dit, ben, vous savez, j'en ai parlé avec un ami DRH qui m'a dit exactement la même chose. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet outil peut être aussi hyper utile pour se dire, en fait, une personne avec un profil, est-ce qu'il va aussi être adapté dans l'environnement dans lequel on va le mettre, quoi. Au-delà de, en tant que manager, j'identifie mes forces, mes faiblesses, j'adapte ma com et je sais aussi mobiliser les forces de mes collaborateurs pour pouvoir avoir des équipes qui performent. Et il y a un dernier point, je crois, c'est sur la conduite du changement. Voilà, c'est vraiment intéressant parce que si on regarde les deux équipes, si je devais mener un changement, je sais l'équipe que j'aimerais avoir avec moi, quoi. Par exemple, rien qu'en voyant ça, quoi. En fait, si on voit la partie, l'équipe 2 a beaucoup plus de gens qui vont être moteurs et qui vont avancer, quoi. D'accord? C'est vraiment intéressant pour ça. Et c'est de se dire, tiens, par exemple, dans l'équipe 1, si on doit mener un changement, qui c'est qu'on peut utiliser pour être la personne qui va être motrice dans le changement? Et quelles sont les forces des autres qu'on peut utiliser? Parce que les profils rouges, ils sont super sympas, hein. Ils vont très vite, mais des fois, ils amènent les gens dans les murs aussi, hein. Donc, c'est bien d'avoir un profil vert qui va balancer et qui va équilibrer, quoi. Donc, en fait, c'est de se dire comment on peut utiliser les forces de chacun, en tout cas dans une conduite de changement, quoi. Voilà. Et je crois qu'on est arrivé au bout. Ah, voilà. Donc, en gros, qu'est-ce que vous avez appris et découvert aujourd'hui? Selon vous, qu'est-ce que le DISC pourrait changer pour vous en termes de résultats observables dans la boîte? En quoi ça pourrait vous permettre de réduire des frustrations? Et puis, qu'est-ce que ça vous permettrait de faire pour pouvoir aller dans le sens de vos rêves, quoi? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole sur une, deux ou trois questions. En fait, il reste peu de temps. Là, je vois que c'est 59. Alors moi, je vais répondre si vous voulez. Ouais. Alors, je connaissais déjà un peu le disque, donc c'est un très bon rappel. En tout cas, ce que ça renforce chez moi, c'est que c'est bien d'avoir des personnes différentes dans une équipe. Voilà, ça permet de compenser les forces et les faiblesses de chacun, entre guillemets. Qu'est-ce que le disque pourrait changer pour vous en termes de résultats observables? Je pense que le plus gros impact que ça pourrait avoir, c'est au niveau du management, notamment par rapport à ce que disait Carole tout à l'heure sur les départs. Des fois, on nous demande de sortir une personne et en fait, le problème ne provient pas de la personne, est plutôt un problème interne. En quoi cela pourrait vous permettre de réduire des frustrations éventuelles? Je pense que les RH ont tendance à bien se connaître. En tout cas, moi, de ce que je vois, c'est que les RH se connaissent bien et s'adaptent. Ça fait partie du métier de s'adapter. Par contre, là où on peut être un peu frustré, c'est qu'on peut ressentir parfois l'idée que c'est toujours nous qui devons nous adapter et faire un effort et que les gens, finalement, eux, de leur côté, ils ont leur propre couleur et ils ne font pas l'effort parfois de comprendre et de s'adapter. Donc, essayer d'utiliser le disque pour faire comprendre aux gens aussi comment ils sont. Ça peut réduire des frustrations, à mon sens. Et en quoi est-ce que ça permet de faire un pas vers mes rêves? Améliorer la relation humaine et en fait, parfois sortir le dirigeant de sa position dominante, c'est un rêve. Voilà, parce que j'en connais qui y font, voilà, prennent les décisions et c'est là que le RH apparaît en pompier et c'est pour moi, je pense le plus dur au niveau de la fonction, c'est d'être en pompier, alors que parfois on peut même avoir averti. Et finalement, en fait, c'est ce que je disais au tout début, c'est qu'on a beau dire des fois, mais quand tout va mal, c'est pour notre pomme. Voilà, alors que nous, on n'a rien fait. Ok. Super, merci. Je vois que Nathalie, ouais, ok. Oui, désolée, je vous quitte, je suis attendue sur une autre. Pas de souci. Merci. Ouais. Au revoir. Au revoir. Moi, je veux bien donner mon feedback si vous avez encore une petite minute. Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Alors, bon rappel également, merci, parce que c'était très, très clair. Olivier, très bien amené, avec du factuel, je trouve, dans
les raisons d'utiliser le disque, les cas de figure. Qu'est-ce que le disque pourrait changer pour moi en termes de résultats observables? Je pense qu'il n'y a pas mieux que du factuel pour prouver une situation. Et ça, on l'utilise beaucoup en technique de recrutement et tous les outils qui se sont développés ces dernières années, même s'ils sont anciens, en tout cas, ils font partie du paysage des recruteurs et c'est vraiment très puissant pour éviter justement d'être dans le jugement et de biaiser sa restitution. Ça, c'est donc essentiel. Donc, je trouve intéressant, surtout moi, dans ma posture aujourd'hui, de pouvoir arriver, diagnostiquer avec un outil factuel. Voilà. Ça permet d'éviter des débats. Et puis, donc, réduire les frustrations éventuelles, ben voilà, c'est ça. En fait, c'est attendez, il n'y a pas match. Il s'avère que vos résultats aujourd'hui à l'instant T disent que. Et après, mes rêves, c'est effectivement que on puisse d'abord en amont, donc moi ma posture de coach me l'autorise en tout cas, c'est vraiment mettre en situation d'écoute et d'ouverture pour justement accueillir le résultat. Voilà. Avant même de travailler l'objectif qui serait attendu d'un donneur d'ordre, d'un DG ou moi demain, enfin moi aujourd'hui ou demain, d'un client. Voilà. Donc voilà, je pense que je le disais en préambule, je me souvenais qu'il était puissant, mais je ne me rappelais plus trop en quoi. Et après, c'est vrai quand même juste. Ça nécessite tout de même de prendre énormément de pincettes dans l'utilisation et dans la restitution, puisque on est quand même un peu intrusif toujours quand on évalue l'autre, quand on lui remet une évaluation. Donc, voilà, c'est pour ça que je disais, Olivier, on sent que là, il y a l'expérience et c'est rassurant aussi. Merci. Ok. J'ai juste 2 slides après. S'il te plaît. Donc ça, c'était juste un rappel, en effet. Pour moi, c'est vraiment un truc qui permet de gérer les défis. C'est juste pour vous partager. Tac, ouais. Donc en fait, si vous voulez faire monter vos collaborateurs en compétences, je propose des ateliers, des formations, des analyses comportementales, des coachings d'équipe et aussi des formations juste sur le slide de l'après. C'est l'idée, je propose des formations. Alors des ateliers, ça c'est pour les collaborateurs, mais pour ceux vraiment qui veulent passer en mode expertise. Donc, j'ai une formation sur 2 jours qui n'est pas forcément certifiante. J'ai une formation sur 3 jours pour laquelle il y a une certification et qui donne accès à la plateforme Insight. Donc, après, vous pouvez faire passer des analyses comportementales. Et puis, pour les gens qui sont solopreneurs, alors plus comme Carole, qui sont en mode, consultant, je les accompagne. Voilà, je les accompagne aussi à monter la première offre parce qu'il faut arriver à le vendre, en fait. Mon objectif, c'est que les gens le vendent. J'aime tellement cet outil et je sais que ça fait tellement du bien dans les entreprises que je propose aussi une formule où il y a un accompagnement individuel pour travailler sur une offre, un truc comme ça. Voilà. D'accord. Okay. Voilà. Et j'ai mis encore derrière, je crois, j'ai mis mes coordonnées. Donc, si vous voulez les prendre, vas-y, passe. Ça, j'en ai déjà parlé. Après le merci, il y a mes coordonnées et un QR code si vous voulez faire 30 minutes de rendez-vous avec moi. C'est vraiment bien volontier pour pouvoir échanger sur le truc. Là, j'ai prévu des créneaux sur 4 journées. Et franchement, c'est vraiment toujours un plaisir pour moi de partager sur cet outil. Voilà. Et tu le fais très bien, Olivier, vraiment. Merci. Vraiment, sincèrement, c'est à la fois, comme le dit très bien Carole, tant au niveau de la méthode qu'au niveau des outils, qu'au niveau des exemples que tu emploies pour présenter le disque et la façon dont finalement on est capable de s'en emparer dans les PME ou même à titre individuel, c'est vraiment très clair. Et merci pour cette présentation très éclairante, très inspirante aussi, qui donne envie effectivement d'aller plus loin sur le disque et sur son fonctionnement. Alors vraiment un grand merci. Un grand merci aux participants. Merci. Principalement, mesdames. Merci beaucoup de votre proactivité, de votre intérêt. Et puis, on se retrouve rapidement pour une prochaine session RH Live. Super, merci. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci Aurélien, merci. Bon, merci beaucoup.